Bonjour les amis, et plumophile toujours évidemment. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien tout simplement, il s'agit de notre étude numéro 23, qui est le début, la première, d'une petite série de 5, donc jusqu'à la numéro 27, qui seront consacrés à différents sujets, assez variables. Et donc j'ai intitulé cette petite série l'anti-économie française. Alors n'allons pas chercher derrière ces trois mots ce qu'il n'y a pas à aller chercher. Il ne s'agit pas de soulever des polémiques ou je sais pas quoi en rappelant certaines choses, pas du tout, aucun intérêt. En revanche, il s'agit d'étudier et d'apporter surtout des éléments, je pense, aussi nouveaux, essentiellement économiques, sur un certain nombre de décisions qui ont été prises par les gouvernements précédents et jusqu'à assez récemment. Décisions qui, toujours, ont forcément des implications ou des conséquences financières et puis sociales, parce que ça va ensemble. Alors, pour cette première vidéo, qui est donc la numéro 23, je l'ai consacrée à une centrale électronucléaire qui s'appelle la centrale de Fessenheim, dont on a évidemment entendu parler il y a 4 ans, même un peu plus maintenant, il y a presque 6 ans, et qui est composée de deux groupes, c'est-à-dire ce qu'on appelle deux tranches. Une centrale est en général composée de plusieurs tranches. Il y a une confusion d'ailleurs à ce niveau. On appelle une unité ou une tranche une centrale. Non, une centrale c'est composé de plusieurs unités. Alors effectivement, il y a des centrales assez rares qui ont une seule tranche, c'est-à-dire une seule unité, genre le surgénérateur de Crémalville, qui fera l'objet donc d'une autre étude qui sera la suivante, c'est-à-dire la 24, après Fessenheim. Donc n'allons pas chercher ce qu'il n'y a pas à aller chercher. Mais avant de parler, de rentrer dans le sujet, je pense qu'il est important d'aborder le programme électronucléaire français dans son ensemble. Ce programme électronucléaire est composé de centrales appelées REP, réacteurs haut pressurisés, qui sont issus d'une filière américaine de la société Westinghouse, et qui a été francisée par la suite, c'est-à-dire qu'en fait la France en a acheté la licence, c'est peu cher d'ailleurs, bon, pour différentes raisons, et puis elles ont été francisées. Alors, les puissances vont de 905 MW électriques bruts jusqu'à 1450 MW électriques bruts également. 1450, hein. Alors, il est évident qu'entre une 905 et puis une 1450, c'est pas la même chose. La 1450 comporte un certain nombre de gadgets qui valent très cher et évidemment supplémentaires. Bien. Alors, tout ce programme a démarré en 1971-1972 et a été mené à terme, et je dirais à très bon terme, et fonctionne très bien, en 10 années. C'est-à-dire que jusqu'en 1982, 56 tranches, 56 unités, qui ne sont pas les centrales dans leur ensemble, attention, ont été engagées donc en 10 ans. 56 en 10 ans. C'est un programme absolument énorme, dont je dirais la grande majorité des Français, il faut reconnaître, n'a pas trop idée de l'importance. C'est quand même la seconde puissance installée au monde, enfin à l'époque en tout cas, derrière les États-Unis. Ce qui représente 64 164 MW bruts. 1 MW, je le rappelle, c'est 1000 kW. 1000 radiateurs d'1 kW, radiateur électrique. Et entre le brut et le net, eh bien tout simplement, il y a une différence qui est à peu près de 4,6-4,7%, et qui correspond à la consommation des auxiliaires de chaque tranche, c'est-à-dire les pompes, les ventilateurs, les climatisations, très important, l'éclairage, enfin ça pas trop, et puis tout un tas d'accessoires, évidemment. Alors, si bien que ce qui nous intéresse, et ce qui intéresse le consommateur, c'est évidemment la puissance nette, c'est-à-dire celle qui est disponible aux bornes du transformateur très haute tension. Sachant que les réseaux très haute tension, c'est 220 000 ou 380 000 volts. Alors, au niveau de ce programme électronucléaire, on va surtout parler de réseau 380 000 volts.
entre le transformateur donc d'évacuation d'énergie, j'aime pas trop ce mot, mais enfin bon, il est assez imagé, jusqu'au poste d'interconnexion le plus près, qui lui-même va répartir après, en France, et comme ça, jusque dans la maison de chacun. Alors évidemment, c'est pas du 380 000 volts, hein, vaut mieux. Bon, c'est du 220, hein, 220 volts, 240. Donc voilà à peu près le schéma. Et cette puissance brute totale de nos 56 tranches, donc 64 164 MW à quelques mégawatts près brut, en réalité c'est 61 300 MW net, c'est ce qui nous intéresse. Ce programme a été articulé autour de ce qu'on appelle les contrats programmes internes. Alors, il y avait le CP0, contrat programme 0, qui concernait les 2 tranches de Fessenheim, qui sont au bord du grand canal d'Alsace et pas au bord du Rhin. Les 4 tranches de budget, 2, 3, 4, 5, la tranche 1 étant en démantèlement, c'est l'ancienne filière française, on aura l'occasion d'en reparler. Je préparerai d'ailleurs un certain nombre de vidéos, d'études sur le fonctionnement de tout ça, voilà. Et puis ensuite est arrivé le CP1. CP1, c'est tout un grand engagement de centrale 905 MW brut. Alors, tel que il y a Tricastin, qu'on voit d'ailleurs lorsqu'on descend dans le Midi, elle est à droite, avec l'usine de Rodif derrière, après Montélimar, Dampierre, 4 de Gravelines, etc. Et puis ensuite est arrivé le CP2, qui sont en fait des 905 MW bruts, mais avec 5 MW de plus, c'est-à-dire des 910. Pourquoi? Bon, pour la petite histoire, une petite amélioration au niveau des corps BP basse pression de la turbine à vapeur, de laquelle est accouplé l'alternateur qui produit l'énergie électrique. Ensuite, les P4 et P'4, qui sont des 1482 MW. Là, il y a déjà une grosse marche, là. Et puis ensuite, les N4, 1450 MW bruts, on n'est pas loin de l'EPR. Hein. Bon, tout ça fonctionne très bien. Le dernier couplage au réseau date de 1999, ce qui n'est quand même pas ancien. Donc tout ça engagé, alors j'ai pas dit construit, mais engagé sur 10 ans. Sachant qu'entre deux, en 1973, est arrivé le premier choc pétrolier qui a accéléré ce programme. À l'origine, il n'était pas prévu aussi important. Mais là, disons que ça s'imposait. Hein. Alors, quel est le coût de tout ça? Le coût de tout ça, c'est de ces 56 tranches, c'est actualisé. Alors c'est une estimation de la Cour des comptes qui remonte de 1995 et que j'ai actualisé en 2025. 2025, ça représente 156 milliards d'euros. Nous sommes en euros. Hein. Alors il y a une autre étude que j'ai vue qui date de 2010 cette fois, qui ferait état de 124 milliards d'euros, toujours diligentée par la Cour des comptes. 32 MW de moins, ça me paraît beaucoup, mais j'avoue que je ne l'ai pas étudié plus avant, donc je ne vais pas trop en parler. Je vais rester, par excès, si on peut dire, sur les 156 milliards qui me paraissent quand même plus près de la vérité. Alors, si on divise les 156 milliards par 56 tranches, 56 unités, on est à 2,78 milliards par tranche, sachant que c'est une moyenne globale. Il est bien évident que les tranches 905 MW, les premières, type Fessenheim ou Dampierre ou des choses comme ça, ou les premières de Gravelines, sont moins chères qu'un N4 de 1450 MW, forcément. Donc c'est une moyenne globale. Donc ceci nous amène maintenant au prix du mégawatt disponible. Alors ce prix de mégawatt est évidemment disponible pour la durée de vie opérationnelle des unités, qui est contractuellement et par calcul de 60 ans. 60 ans, quand même pas rien. Hein. Alors, ça nous amène à 2,43 millions, et pas milliards,
millions d'euros par mégawatt installé, c'est-à-dire mégawatt opérationnel. La maison est construite, mais elle n'est pas encore habitée. On vous donne les clés, et puis après, ben voilà, vous faites fonctionner le système. Alors ça correspond à la première estimation, 156 milliards d'euros. Alors, quel était l'objectif? Ben, l'objectif de ce programme, il découle, je dirais, des directives des différents gouvernements du général de Gaulle qui étaient de rendre la France le plus autonome possible, et non pas uniquement qu'en matière d'électricité, bien que ce soit évidemment fondamental. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus grand-chose qui marche, hein. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que il y avait un gros parc de centrales thermiques. Alors, j'évacue les centrales hydrauliques, elles sont toujours là, Dieu merci, elles marchent très bien, il n'y a pas de souci. Mais la France avait aussi un très gros parc donc, de centrales thermiques qu'on appelle à flamme ou classiques. Et donc ces centrales, alors au gaz, ben oui, mais gaz, la France, après le gaz de lac, ben, ça s'est vite épuisé, donc il fallait l'acheter. Sortie de devise, nous sommes toujours en francs à ce moment, l'unité monétaire, toujours en francs. Et fuel, beaucoup de fuel, de plus en plus de fuel, au fur et à mesure que le gaz s'est épuisé, et puis le charbon aussi. Mais le fuel, c'est pareil, il faut l'importer. Bon. Et puis, troisièmement, le charbon. Ben, le charbon, à partir des années 70, 1970, commençait à très sérieusement décliner. Il y en avait déjà presque plus. Donc, il fallait importer. Tout ça, c'est de la sortie de devises. Au fur et à mesure que le programme nucléaire a démarré, avec des unités extrêmement puissantes, 900 MW déjà, c'est pas rien, puis après les 1380, et donc c'est une grosse économie de sortie de devises. Et puis un troisième point, bon, dont on ne parlait pas à l'époque, mais qui était quand même sous-jacent, en particulier pour les centrales thermiques qui étaient près des villes, je pense en particulier à Vitry ou à des régions parisiennes ou d'autres, eh bien, c'était quand même de limiter la pollution de l'atmosphère. Bien que les fumées des centrales thermiques classiques sont épurées, mais il reste très d'ailleurs, hein, mais reste quand même le fameux CO2, le dioxyde de carbone, ça c'est encore un autre problème. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous faire certainement une vidéo sur les centrales à charbon et sur sur les dispositions des traitements des fumées, et on verra que c'est pas rejeté comme ça directement dans l'atmosphère, non pas du tout. Après c'est une question, je dirais, d'argent, hein. Alors, nous nous rapprochons de notre époque et nous arrivons comme ça en 2019-2020, où le ministère de l'Environnement, en coopération avec le parti politique des écologistes, a édicté un document qui s'appelle le PPE1, Programme pluriannuel de l'énergie, ce qui n'a rien à voir avec les contrats-programmes, avec les CP d'EDF, hein. Et que nous dit ce PPE1? Eh bien, il nous dit que la durée de vie opérationnelle des centrales REP, réacteurs eau pressurisés, sera limitée à la 5e grande révision. Tous les 10 ans, les centrales sont à l'arrêt pendant 2 mois, 3 mois, et puis on inspecte tout, hein, radiographie d'un tas de circuits, des soudures, de tout. Alors je ne dis pas qu'on la désosse complètement, on ne va pas exagérer, mais je veux dire, il y a quand même des gros travaux qui sont entrepris, et en dehors d'ailleurs même des arrêts annuels ou des arrêts au bout de 18 mois, pour rechargement, où là aussi on en profite pour inspecter un certain nombre de choses. C'est comme en aviation, hein. Un avion, il ne vole pas comme ça. Là c'est pareil, il y a des systématiques, il y a ce qu'on appelle des systématiques, c'est-à-dire des contrôles systématiques. Donc voilà, et ça ce sont quand même des gros travaux. Une centrale nucléaire, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement suivi, et je dirais de plus en plus. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est maintenant,
cinquième visite, grande visite, donc décennale, ça nous amène à une vie opérationnelle de 50 ans. C'est pas 60. Donc là, déjà, il y a une perte, perte financière, une perte de rentabilité. Oui, ça. Bon. Mais surtout, le plus grave dans cette affaire-là, c'était que on arrêtait les centrales les plus anciennes, c'est-à-dire les deux de Fessenheim, bien sûr, on va parler après, et puis les 4 premières, les 2 à 5 de Bugey, puis après on continuait avec les autres 900 MW, Tricastin, etc. Et ça, on commençait en 2029, c'est-à-dire dans 3 ans et demi, même pas. Et là, ça représentait déjà quasiment 13 000 MW. 13 000 MW. Il est évident que je vois pas très bien où on serait allé les chercher pour compenser, parce que, bon, c'est pas l'hydraulique, mais c'est pas non plus les éoliennes et les panneaux solaires. Alors, rappelez-vous les trois vidéos que je vous ai proposées concernant les éoliennes, enfin l'électro-éolien et les panneaux solaires. Bien évident que les éoliennes, s'il n'y a pas de vent, elles ne tournent pas. Si au-delà de 90 km/h de vent, les pales sont en drapeau, c'est-à-dire à calage zéro. Et puis le photovoltaïque, là aussi, si la nuit, ou s'il pleut, ou si je sais pas quoi, il n'y a pas grand-chose. Donc on peut, en ce qui concerne les énergies dites renouvelables, sont quand même des énergies aléatoires, et ça veut dire qu'on ne peut pas parler en termes de puissance, mais en termes de production. Contrairement à une centrale nucléaire ou thermique classique, ou une turbine à gaz par exemple, qui sont faites pour tourner, pour fonctionner à 100%. Et une centrale nucléaire, pour revenir au nucléaire, en dehors des arrêts pour rechargement du combustible, ou des grandes visites tous les 10 ans, ou un petit incident par-ci par-là, sans gravité je précise, la production n'est pas loin de la puissance nominale. Oui. Alors, on voyait pas très bien comment, clairement, on allait, on allait un peu à la catastrophe, là. Alors, heureusement, je pense qu'il y a des gens de la profession nucléaire, les grandes entreprises, etc., mais également dans le milieu politique, ont quand même pris conscience de ce qui allait arriver. Et on n'en parlait pas trop, j'en ai pas vu parler dans les médias, non. Enfin, peut-être, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Alors, heureusement, en février 2022, le chef de l'État, dans une communication, a dit que les tranches, donc les unités du programme nucléaire, leur durée opérationnelle sera poursuivie chaque fois que possible, avec une limite qui est contractuelle, qui est de 60 ans. Certains d'ailleurs disent même qu'on pourrait les emmener au-delà, mais enfin bon, contentons-nous déjà de 60 ans, il y en a pas mal. Et là, évidemment, ça change tout, c'est une énorme bouffée d'air, si on peut dire. Ce qui fait que dès l'année suivante, février 2023, EDF, qui est à la fois le constructeur et l'exploitant, a entamé les études pour voir tout ce que l'on peut, et je ne vois pas celles qu'on ne pourrait pas d'ailleurs prolonger à 60 ans. Alors, ceci ne se fait pas n'importe comment, ça se fait évidemment avec ce qu'on appelle l'accord des autorités de sûreté. Qu'est-ce que les autorités de sûreté? Ce sont des ingénieurs en général, c'est-à-dire des entités qui dépendent du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, et également du gouvernement. Bon, ce sont des gens fort sympathiques, mais je dirais intraitables. Ça veut dire que, en dehors de visites qu'ils font régulièrement dans les centrales, ils ont absolument accès à tous les dossiers d'entretien, enfin de tout, et vont émettre régulièrement des directives. Alors, soit des conseils, c'est pareil en aviation, on retrouve les mêmes choses, c'est du contrôle qualité, tout ça. Mais également des obligations sur tel ou tel point qui leur paraissent pas vraiment satisfaisants, et que EDF, puisqu'il n'y a qu'EDF, est prié de mettre en œuvre dans un certain délai.
pas forcément immédiat, sauf si c'était quelque chose de grave, dans quel cas ce serait immédiat. Et puis bon, si, bon, je ne sais pas pour quelle raison, imaginons que l'exploitant EDF ne le fasse pas, bien là, il y a un rappel, et puis si le rappel reste toujours lettre morte, eh bien, ça peut se traduire par une réduction de la puissance de l'unité en question, ou des unités en question, et voire même plus loin, un arrêt complet tant que c'est pas résolu. Donc tout ça, c'est pas n'importe quoi, c'est extrêmement sérieux, hein. Voilà. Alors ça repousse, cette décision du chef de l'État repousse les premiers arrêts, théoriquement, en 2039. Ce qui laisse quand même quasiment 13 ans, je dirais, de respiration. Et d'ici là, on peut penser qu'il y a un certain nombre d'EPR qui sera démarré. Alors, il y en a 6 de commandés. Vous savez, il y a quelques soucis avec la Commission européenne, alors, pour des questions de financement. Et puis, il y a toujours le risque, évidemment, de trouver la fameuse grenouille qui habite là depuis l'ère préhistorique, et juste à l'endroit où on va construire la centrale. Alors peut-être peut-on éventuellement discuter avec elle et voir si on ne peut pas lui proposer autre chose, qui pour finir serait peut-être plus agréable et plus séant que là où elle vit actuellement. Alors je galège évidemment, mais enfin, il y a quand même un peu de vrai derrière ça. Alors ça nous amène à parler maintenant de Fessenheim. Fessenheim, les 2 tranches 905 MW, couplées au réseau en 1977. Donc ce sont les premières qui faisaient partie du CP0, Contrat Programme 0, situé le long du Grand Canal d'Alsace. Alors ces centrales marchaient fort bien. EDF venait d'investir 200 millions d'euros, pas milliards, hein, non, 200 millions d'euros pour une remise à niveau de ces unités, suite à la demande des autorités de sûreté, qui, en fonction de ça, ont autorisé un fonctionnement pour 4 ans supplémentaires. En fait, ce sont des tranches, hein. On avance, voilà, mais c'est pas à vie, hein. Bon, il y a quand même des choses à faire entre deux. Alors, cette centrale de Fessenheim, en fait, le public en entend parler depuis 2012, puisque en fait, son arrêt programmé avait été inscrit dans la campagne électorale du candidat de l'époque, présidentielle. Et d'où venait cette idée? Eh bien, de 2 sources. Premièrement, des Allemands, de pression allemande, qui estimaient que cette centrale, qui était proche de la frontière, pouvait éventuellement présenter un danger, et puis sous-entendu derrière ça, évidemment, les mouvements écologiques. Vous savez que l'Allemagne est un pays hautement écologique, d'ailleurs on va en reparler après. Et si bien que l'affaire a traîné pendant cette mandature, et puis, mais en 2020, le gouvernement actuel a dû procéder à la fermeture de cette centrale, fermeture définitive. Donc tranche 1 à 905 MW brut en février 2020, et l'autre au 30 juin 2020, donc 1750 MW en moins, net, sur le réseau. Bon, ça s'est pas trop vu, parce que la puissance du réseau est quand même telle que, ma foi, on a pu les absorber. Sauf que cette centrale s'est arrêtée à 42 ans, car 42 années d'âge. On n'est pas aux 60 et on n'était même pas aux 50. Plus ce qui venait d'être investi, plus l'autorisation de fonctionner encore 4 ans et demi. Et les autorités de sûreté ne donnent pas des autorisations comme ça de complaisance, hein, pas vraiment, hein. Bon, et le coût estimé par EDF a été de 4,5 milliards d'euros. C'est-à-dire perte du chiffre d'affaires. Je pense que c'est très gentil, parce qu'à mon avis, je pense que ça ne doit pas tenir compte de toutes les conséquences autour. Il faut savoir qu'une centrale, c'est quelque chose, au point de vue retour économique, régional et local, extrêmement important. Bon, bien souvent, ce sont 1000 personnes qui travaillent. Bon, ça, je dirais, c'est le personnel EDF, voilà. Mais autour, il y a les retombées économiques, au niveau des départements, au niveau des régions, pour les routes, pour un tas de choses. Également au niveau des communes, les écoles, les routes communales, enfin tout ce qui va autour.
Et puis, même au niveau des particuliers, il y a des gens qui ont fait construire, il y a les entreprises qui travaillent, beaucoup d'entreprises qui travaillent pour les centrales, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, et s'arrêter comme ça brutalement, c'est évidemment très douloureux. Bien. Alors, moi j'ai actualisé ça en 2025, nos 4,5 milliards, ça en fait 6,81 en 2025. 6,80. Mais c'est pas tout. C'est aujourd'hui, compte tenu de la prolongation espérée des unités jusqu'à 60 années d'âge. Ça veut dire qu'il manque 18 ans. Si je considère que le prix, le coût du mégawatt-heure, là c'est une quantité d'énergie vendue à l'industrie, enfin sortie centrale si on peut dire, vendue par EDF, oscille entre 55 et 60 euros le mégawattheure. Alors, ce n'est pas le coût du mégawatt au moment de la construction. Lui, il est fait pour 60 ans, hein, c'est pas ça. Là, je parle d'un coût commercial, de vente. Très bien. Alors, comment arriver à estimer le coût réel sur ces 18 années? Partons de 60 euros le mégawatt-heure. J'ai considéré que la centrale de Fessenheim produisait en gros, alors c'est les statistiques que j'ai trouvées dans les statistiques d'EDF et de RTE, Réseau Transport d'électricité, 12 TWh. 12 TWh multiplié par 18, ça nous amène à 216 TWh. Alors, TWh, j'ai mis en mégawattheure, on va pas rentrer dans les détails, et si je multiplie ça par nos 60 euros, j'arrive quand même quasiment à 13 milliards d'euros. 13 milliards. Mais c'est pas tout. Parce que ça, c'est un prix fixe d'aujourd'hui, de 2025. Mais que sera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Si on considère qu'il y sera à ce moment-là de 180 euros, peut-être 200 euros, le mégawattheure, on arrive à une somme absolument fabuleuse. Alors ce n'est pas du bénéfice, hein, c'est du chiffre d'affaires. Mais c'est absolument fabuleux. Voilà. Alors, comme je vous disais, les Allemands, on peut dire, fait toutes les pressions pour arrêter cette centrale. Et ils voulaient arrêter également les groupes de Cattenom, qui eux étaient beaucoup plus récents. Hein. Bon, enfin, heureusement, le gouvernement français n'a pas laissé faire. Et donc, disais-je, l'Allemagne qui est un pays, qui passait en tout cas pour extrêmement écologique, en mai 2020, c'est-à-dire juste un peu avant l'arrêt de Fessenheim 2, a démarré en Westphalie, en Rhénanie-Westphalie, une centrale à charbon de 1100 MW. Alors, bon, là je comprends pas très bien, parce que d'un côté, on arrête 1750 MW qui ne produisent pas de dioxyde de carbone ni quoi que ce soit, enfin en tout cas des gaz à effet de serre, et de l'autre, on démarre 1100 MW à charbon. C'est quand même un peu curieux. Alors, il est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, les fumées sont traitées. Mais enfin, j'ai du mal à penser que les amis allemands puissent arrêter quand même le dioxyde de carbone, au moins celui-là. Et puis les NOx aussi, les oxydes d'azote. Enfin bon, on va arrêter là. Alors ensuite, en France, nous avons eu, toujours dans le type de réacteur REP, réacteur eau pressurisé, dans les années 90, et même un peu avant, enfin bon, un projet de petits réacteurs nucléaires, c'est-à-dire 250-300 MW, qui seraient installés assez près des villes pour des réseaux de chaleur, et éventuellement pour fournir de l'électricité. Par exemple, 250 MW électriques pour alimenter, ou 300, une ville. Ce qui évitait, en théorie, la construction éventuelle de lignes à haute tension. Or, il faut savoir qu'une ligne 220 000 volts ou 380 000 volts, c'est pas gratuit. On parlait tout à l'heure du prix d'une tranche nucléaire, mais une ligne à haute tension, ça vaut très cher, ça coûte très cher. Et en plus, y compris en entretien. On voit régulièrement les hélicoptères qui survolent, etc. Changer des isolateurs ou autre. Bon, tout ça, c'est pas gratuit. Hein. Ce projet sera abandonné. Alors pourquoi? Et ça peut se comprendre. Tout simplement parce que c'est un problème de traitement des déchets.
qu'on ait affaire à une grosse unité, une petite, il y a un certain nombre de paramètres qui sont les mêmes, ou à peu près. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas... on perd l'effet de taille. Et effectivement, les petits réacteurs deviennent, enfin tout au moins dans cette gamme-là, quand même un calcul de rentabilité à faire, enfin en tout cas, ça a été arrêté, mais pas complètement, puisque il y a un projet pour l'horizon 2030, entre il y a Technicatom, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la DCN, il y a le CEA, je crois qu'il y a EDF aussi, enfin bon, pour réétudier des petits réacteurs. Alors sous quelle forme? Je pense que ce sont, à mon avis, des REP également. Bien, alors, mais tout ça, c'est pas fait. Hein. Alors, allons voir maintenant un petit peu du côté de la Russie. Alors, pourquoi la Russie? Tout simplement parce que c'est un pays qui est immense, hein, c'est 31 fois la France, 17,2 millions de kilomètres carrés quand même, et qui a évidemment une très grande expérience en matière nucléaire. Alors, je ne parle pas du militaire, c'est pas notre sujet, mais en matière civile. Pourquoi? Tout simplement que la Russie a été le premier pays au monde, alors, du temps on était en ex-Union soviétique, là, à fournir les premiers mégawatts à partir d'une centrale électronucléaire. C'était en 1954, et cette centrale, c'était la filière RBMK. C'est Tchernobyl, hein, en fait, hein, c'est les mêmes. Et pourquoi? C'est comme nous, avec nos centrales qu'on appelle UNGG, uranium naturel graphite gaz, pour avoir du plutonium pour les bombes. Mais partant de là, on faisait de l'électricité avec. C'est ce qui s'est passé pour Chinon A1, A2, A3, A4. Et tout ça, c'est à l'arrêt. Hein. Bon. Alors, donc, ce qui fait que les Russes, suivant leurs besoins, et puis, ils ont voulu, je pense aussi, c'est Rosatom, c'est un projet de Rosatom, enfin, d'une des filiales de Rosatom. Rosatom, c'est un peu plus de 300 000 personnes. Hein. C'est un peu le CEA, mais beaucoup plus gros. Donc ils ont étudié une petite centrale flottante qui s'appelle Akademik Lomonosov et qui est composée d'une barge à fond plat que l'on peut amarrer donc dans un port, c'est-à-dire derrière une digue, à l'abri des tempêtes, etc. Et qui comporte deux petits réacteurs VVER, c'est-à-dire ce sont des REP, des réacteurs eau pressurisés, sachant que là aussi, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Russes qui ont développé les premiers ce genre de filière à eau ordinaire, qu'on appelle l'eau légère. Alors l'eau légère, en passant, c'est pas de l'eau gazeuse, hein, c'est pas du Perrier ou de la Valse-les-Bains, non. C'est de l'eau ordinaire, sauf qu'elle est traitée, évidemment. Ça paraît logique. Bon, donc ils ont mis dans cette barge, qui fait à peu près 100 mètres de long, je crois, quand même, et puis 45 mètres de large, ils ont mis deux petits réacteurs VVER de REP, donc pour produire de l'électricité. Donc 60 MW électriques, et comme le rendement d'une centrale REP est quand même pas très élevé, c'est 33%, hein, le restant de la chaleur sert pour alimenter un réseau de chaleur d'une petite ville qui est à côté, qui s'appelle Pevek. Pevek, tout ça, c'est en Sibérie orientale, c'est-à-dire on est cercle polaire, donc l'hiver, pas très chaud, l'été, ça va, mais l'hiver, non. Petite ville d'environ 4500-5000 habitants, qui, pour la petite histoire, est une ancienne ville du Goulag, où il y avait à l'époque de 2500-3000 personnes. Alors, je signale pour les esprits chagrins, et j'en connais toujours d'ailleurs, que les goulags ont officiellement disparu dans les années 70, même avant d'ailleurs, mais que, il y a toujours des prisons, évidemment, mais il y en a aussi en France et il y en a aussi aux États-Unis, qui ne sont pas, d'après ce que je vois, pas spécialement marrantes. Hein. Bon, donc voilà. Alors, ça, c'est un petit aparté. Ce qui veut dire que Pevek, la Akademik Lomonosov, cette barge, est amarrée pas loin de la ville, et puis fournit 20% de l'électricité, de la chaleur, donc des besoins. Ça date de 2020, et donc elle a maintenant 5 ans et demi, 6 ans de retour d'expérience, a déjà subi 1 ou 2 rechargements,
en uranium, qui apparemment, ça se passe très bien. Et évidemment, ce que les Russes attendaient, c'est de motiver des achats, des commandes à l'export. Et il semble qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays qui soient très intéressés par ce genre d'installation que l'on peut emmener, évidemment, à droite à gauche. Alors, on a lu des choses là-dessus, Tchernobyl sur glace, enfin, etc. Oui, bon, d'accord. On a simplement oublié le nombre de bateaux militaires ou civils qui fonctionnent avec des réacteurs nucléaires. Hein. Bon, ça, c'est encore autre chose. Enfin bon, donc grand intérêt à l'export. Alors tout ça, en dernière minute, puisque ça date de quelques jours, nous apprenons que le royaume de Belgique, puisque c'est un royaume, hein, une grosse surprise, décide de renationaliser ses centrales, est en discussion avec Engie. Engie, c'est une filiale de Gaz de France, si je ne dis pas de bêtises, et a suspendu a suspendu le démantèlement de 7 réacteurs nucléaires, puisque la Belgique, en 2000, comme l'Allemagne d'ailleurs, avait décidé de ne plus avoir que des sources écologiques. Alors là, d'un seul coup, devant le renchérissement de l'énergie suite aux différentes guerres dans le monde, elle a décidé d'arrêter ces démantèlements, et puis de poursuivre l'exploitation d'une unité qui est à Doel, DOEL, Doel 4, et de Tihange 3, qui doit être, alors je ne sais plus si c'est un 905 MW ou un 1300, je ne sais plus, enfin bon, ça doit être un 905, je pense, de poursuivre l'exploitation de ces centrales jusqu'en 2045. Alors, 2045, c'est-à-dire qu'à mon avis, elles vont arriver à leurs 60 ans sans problème. Alors, et puis il y a de nouvelles unités en projet, nouvelles unités de construction en projet. Et on constate que, après avoir été contre le nucléaire, eh bien, la Commission européenne et sa présidente, d'un seul coup, deviennent des passionnés pour l'énergie nucléaire, électronucléaire, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, la question que je me pose, mais Fessenheim, on va le redémarrer alors ou pas Je pense que le démantèlement a dû commencer, mais il ne doit pas être très avancé. Enfin, je n'ai pas d'éléments dessus, je n'ai pas cherché non plus à en avoir, mais c'est quand même intéressant. Alors, parce que Fessenheim, les deux, c'est 1750 MW net, c'est plus qu'un seul EPR. Ça permettrait peut-être de différer la construction d'un EPR, donc double rentabilité. Alors, la question reste posée. Voilà, alors j'espère que ceci vous aura intéressé. Pour notre étude numéro 24, eh bien, nous parlerons du surgénérateur de Crémalville, c'est-à-dire Superphénix, et je vous expliquerai sommairement comment fonctionne un surgénérateur, qui reste toujours une centrale à fission. Enfin, on verra tout ça, sans se prendre la tête, hein, bien sûr. Ça promet aussi évidemment d'être très intéressant. Et comme d'habitude, je dis toujours, le petit entonnoir, le tuyau, facture, argent sonnant et trébuchant, qui paye, évidemment. Hein. Là, on l'a vu, hein, mais on va le voir aussi avec Crémalville, avec le surgénérateur. Bien. Et puis après, on passera à d'autres sujets tout à fait différents. On ira faire un tour sur les voies navigables, si on peut dire, Grand Canal Rhin-Rhône, etc., etc. Voilà, j'espère que ceci vous a intéressé, que vous saurez bien faire connaître cette chaîne, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par tous ces sujets, par ces vidéos, mais que, effectivement, l'information circule pas très bien. C'est dommage. Donc, mettez des pouces, hein, bien sûr. Abonnez-vous, c'est comme ça qu'on fait monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et puis, parlez-en autour de vous, faites circuler également la page Facebook. Je crois qu'il y a quelques soucis, là, mais je vais revoir ça assez rapidement là, avec mon informaticien préféré. Et puis donc, si vous êtes riche ou pas riche d'ailleurs, hein, vous pouvez toujours sponsoriser la chaîne, nous aider par... il y a Tipeee, pardon. Il y a Tipeee pour ça, ou être annonceur sur le site www.laplumedutemps. Je ne vous présente pas tout de suite le petit document qui va avec ces 5 études, ces 5 vidéos, parce que je suis en train de le remettre au goût du jour, et que tout ça, ça demande du temps, ça se fait pas en 5 minutes, et je tiens toujours à vérifier mes sources, et non pas à annoncer des choses comme ça, bien sûr. Voilà, eh bien écoutez, en attendant, portez-vous bien, et puis à bientôt.